Bonjour à tous, donc, je suis Christian Melin, donc, je suis coordinateur du service Ecohabitat. Donc du coup, merci à tous d'être venus aussi nombreux, c'est impressionnant. Puis merci à l'association Équilibre Monétaire et à Ruralis d'avoir organisé cette conférence et d'avoir invité le PETR Gâtinais-Montargois pour parler des besoins. Donc nous, ce sera les besoins du territoire en matière de rénovation énergétique. Donc juste un tout petit mot pour le PETR Gâtinais-Montargois. En fait, c'est une collectivité, une structure publique qui regroupe d'autres collectivités. Donc l'agglomération Montargoise et Ribot du Loing et les 3 comités de communes donc, qui entourent Montargis, donc les 4 vallées, comité de communes des Canaux et Forêts en Gâtinais, et Cléry, Betz et de Loigne. Voilà. Donc elles se sont regroupées toutes ensemble parce qu'elles portent ensemble en fait un plan climat-énergie territorial donc, qui a pour ambition de diminuer les gaz à effet de serre de 40%. Voilà, donc diminuer les gaz à effet de serre, donc on connaît l'enjeu du changement climatique, l'enjeu environnemental, on connaît également les engagements internationaux, donc limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique. Donc c'est pour satisfaire en fait cet objectif-là. Mais en fait, ça a été initié, la politique climat est initiée avant nous sur le territoire. Ça a commencé par une étude de l'impact que pourrait avoir le changement climatique localement, donc pour les habitants. Donc une étude relative au risque, donc le risque canicule, sécheresse, tempête, inondation. Donc on a vu que les territoires étaient considérés comme vulnérables, ça s'est confirmé notamment avec les inondations de 2016, et donc du coup un plan d'action a été voté en 2013, donc 75 actions, avec notamment un volet donc, sur l'habitat durable. Alors pourquoi un volet sur l'habitat durable? Il y a eu un bilan qui a été fait sur les émissions carbone du territoire, donc tout secteur confondu. Et en fait, le secteur résidentiel, donc l'habitat, représente 16% des émissions à lui seul du territoire. Donc c'est assez important. C'est le deuxième en fait, secteur émetteur de gaz à effet de serre, juste après le transport. Voilà, donc l'idée c'était de diminuer les gaz à effet de serre, donc de monter un plan d'action dessus. Pour arriver en fait pourquoi l'habitat durable est un secteur particulièrement émissif dans le Gâtinais-Montargois, il faut savoir que c'est lié beaucoup à l'année de construction des bâtiments. Donc sur le Gâtinais-Montargois, la moitié des maisons individuelles ont été construites avant 1975, donc avant la réglementation thermique qui imposait un minimum d'isolation. Donc du coup, c'est des bâtiments qui sont très peu isolés ou pas isolés du tout. Donc là, c'était vraiment une source d'économie d'énergie assez forte. Il faut savoir que pour respecter en fait, le degré et demi et pour satisfaire une stratégie nationale bas carbone, donc pour arriver aux objectifs de 1,5 degré, il faudrait rénover 100% des bâtiments au niveau basse consommation. Donc niveau basse consommation, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, chaque bâtiment en fait, peut avoir une étiquette énergétique, un diagnostic de performance énergétique. Il y a 7 catégories de A à G. Donc A c'est la moins énergivore, G c'est la plus énergivore, c'est vraiment la passoire thermique. Le niveau basse consommation, c'est l'étiquette B au minimum. Donc nous, les 24 000 maisons dont je vous parle, c'est vraiment des étiquettes E, F, G, donc vraiment très compétitives. Donc c'est sur celle-ci qu'il faut travailler. L'étiquette B, en fait, enfin, le niveau basse consommation, on peut l'atteindre maintenant, c'est réglementaire, c'est dans la construction neuve. Donc ça, on y arrive, il n'y a pas de souci. Donc on pourrait dire, voilà, il n'y a plus qu'à attendre en fait, que toutes les maisons anciennes soient remplacées par des maisons neuves. Donc on serait tranquille, on n'aurait plus rien à faire, et non plus d'ailleurs. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Déjà, ça n'aurait pas de sens au niveau écologique, puisque ça nécessite la destruction des bâtiments anciens pour reconstruire du neuf. Ça nécessite beaucoup de ressources et beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et en même temps, ça prendrait beaucoup trop longtemps. Donc au rythme actuel en fait, de remplacement des bâtiments anciens par des bâtiments neufs, il faudrait 1000 ans. Donc voilà, est-ce qu'on a 1000 ans Je ne pense pas. Donc du coup, vraiment la solution pour atténuer le changement climatique, c'est vraiment la rénovation énergétique de l'habitat ancien. Un deuxième enjeu en fait, sur le territoire, c'est maintenant l'adaptation au changement climatique. Donc le temps a passé, maintenant même si demain on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre, il y aurait quand même des conséquences. Donc les conséquences ont été modélisées notamment par Météo France sur les vagues de chaleur. Donc voilà, l'épisode caniculaire de 2003, ce sera quelque chose de quasiment banal malheureusement. On va avoir des épisodes, des vagues de chaleur
donc de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses et de plus en plus longs. Donc on peut arriver jusqu'à 70 jours. Donc là, on arrive vraiment sur une problématique qui va toucher beaucoup de choses. Une problématique, un impact sanitaire, certes, mais aussi un impact au niveau de la sécurité énergétique. Le premier réflexe quand les gens ont des bâtiments mal isolés qui fait très très chaud, c'est de l'inconfort thermique. Donc beaucoup de gens, je ne sais pas si vous avez vu cet été, donc se ruent sur les ventilateurs et les climatisateurs. Et donc du coup, avoir des solutions comme celle-ci dans les bâtiments qui sont mal isolés, c'est très énergivore. On rafraîchit l'extérieur. Donc ça pose question notamment par rapport à la conjonction avec notre modèle énergétique, qui est beaucoup basé sur le nucléaire, donc avec la baisse des cours d'eau qui perturbe la production d'énergie nucléaire, ça peut vraiment perturber la production. Donc là on arrive à une thématique de résilience de territoire, de sécurité énergétique. Donc toutes ces questions-là ont été étudiées en fait par le CESER, donc le Conseil économique, social, environnemental de la région Centre-Val de Loire. Donc du coup, ils ont émis un rapport qui est très intéressant que je vous conseille, c'est 37.8 le matin à Londres. Donc ça étudie vraiment la problématique d'adaptation du changement climatique en région, et donc du coup, et les préconisations. Et donc dans les préconisations, on a effectivement comme solution la rénovation toujours énergétique des bâtiments anciens. On revient toujours un petit peu sur ce besoin-là. Un dernier besoin, c'est par rapport à la précarité énergétique. Donc 15% en fait, des ménages sont considérés en précarité énergétique, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens, les ressources financières et puis la qualité de leur habitat ne se permet pas de se chauffer convenablement. Donc l'année dernière, il y a eu une étude qui a été menée auprès de ces publics-là, auprès des ménages, et il y a 15% qui ont déclaré souffrir du froid donc pendant l'hiver 2018. Donc souffrir du froid pendant plus de 24 heures. Voilà, donc c'est une vraie problématique. C'est une problématique qui touche donc les personnes avec les 25% des revenus les plus faibles. Et là, c'est la surprise, c'est pas forcément que du parc HLM, ou vraiment c'est vraiment beaucoup de propriétaires occupants, donc c'est à hauteur de 62%. Donc voilà, c'est des gens qui sont propriétaires de logement, mais qui est impossible à chauffer, qui représentent des parts importantes de leurs revenus. Donc c'est une thématique qui ne va pas s'améliorer, notamment avec l'augmentation des prix de l'énergie. Et c'est remonté par les CCAS, donc les centres d'action sociale communaux, où depuis 3 ans, ils voient une montée des demandes de factures énergétiques. Voilà, donc des sollicitations pour arriver à payer la facture pour éviter d'être coupé. Donc c'est vraiment un grand besoin. Donc là encore, la rénovation énergétique, quand on divise les consommations, donc si on rénovait au niveau basse consommation ces maisons-là, on diviserait la facture entre 4 et 8. Donc voilà, c'est vraiment des solutions pratiques. Donc on trouve pour la précarité énergétique et également donc pour l'enjeu atténuation et adaptation au changement climatique. Donc il n'y a que des avantages. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec cette donnée-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous sur le PETR Gatineau-Montargois. Donc on avait mis en place, actuellement d'ailleurs qui est toujours en place, donc le service Ecohabitat, c'est là où je travaille. Donc du coup c'était dans l'optique d'accompagner les habitants, de les renseigner sur les meilleurs parcours de travaux et les aides financières associées. Donc ça on l'a fait, on le fait toujours. Donc c'était prévu pour avoir 700 contacts par an. Là aujourd'hui on est à plus du double, donc ça répond vraiment à l'objectif. Et donc aujourd'hui c'est en place sur le territoire. Également, ce qu'il fallait faire, c'était favoriser la montée en compétences des artisans, notamment pour les travaux de rénovation. Donc, travaux de rénovation, aujourd'hui, la plupart des travaux, en fait, permettent à peine de sauter une classe énergétique. Donc, je vous l'ai dit, la plupart des bâtiments ici sont en classe E, F, G. Il n'y a que 5% en fait, des travaux qui permettent de sauter 2 classes. Donc, on passe de E à C, on passe de G à E, mais on est toujours très très loin en fait, de l'atteinte en basse consommation qui est un impératif à l'horizon 2050. Donc ce qui a été construit sur le territoire en fait, c'est une offre pour les personnes qui voudraient passer directement des niveaux E, F, G au niveau B, et donc du coup c'est le dispositif de Rémi. Donc les artisans ont été formés, ils sont vraiment à un niveau d'excellence assez important. Ils ont été habitués à travailler ensemble, à se coordonner, et aujourd'hui, en fait, on a 15 entreprises qui sont formées, 4 groupements qui travaillent ensemble, et qui peuvent maintenant assurer ce genre de travaux. Donc on a déjà 7 chantiers écoles qui ont été faits,
Donc le dernier il va bientôt être finalisé à Foucherolles. Donc voilà, 7 chantiers école fait, et donc du coup une offre qui s'est implantée sur le territoire. Donc on a répondu, si on peut dire, à la demande, donc on va dire des conseils. On a une offre en face pour répondre à la rénovation énergétique au niveau BBC. Par contre, il ne faut pas oublier en fait l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire 100% de bâtiments rénovés en 2050. Donc en fait, on a rénové 7 bâtiments en 4 ans, et l'objectif qui devrait être le nôtre, c'est 1000 bâtiments par an. Donc vous voyez la différence, l'écart qu'il y a entre ce qu'on doit faire et ce qui a été fait. Alors c'est une période préparatoire, ça a été bien fait, mais il va falloir vraiment mettre le paquet pour vraiment multiplier le nombre de chantiers pour pouvoir répondre à cet enjeu-là, et il va falloir vraiment taper dans la butte, si je puis dire. Donc là, on va inventer, enfin, on va trouver pas mal de dispositifs pour que la solution puisse être trouvée pour chacun. Il y a toujours, avec les prêts, on peut arriver à des solutions pour la plupart d'entre nous. Une rénovation performante est toujours rentable dans le temps, et il faut du temps. Après, il y a certaines cibles où on aura du mal à trouver des solutions, et c'est là où il nous faut les inventer. C'est par rapport au public en grande précarité, ceux dont je vous parlais, ceux qui ont en ce moment du mal à payer les factures. Auprès de ce public-là, on ne va pas avoir de solution dans l'immédiat. Donc un chantier de rénovation thermique de leur maison, c'est 60 000 à 100 000 euros. Voilà, c'est important, même si c'est subventionné, il y a un reste à charge qui est trop lourd pour eux. Donc là, on n'arrivera pas à trouver des solutions, il faut vraiment réinventer un modèle. Donc ça a été étudié, donc une étude Trémi donc de l'ADEME, pour 24% des personnes, la rénovation de leur bâtiment est impossible pour des raisons financières. Voilà, on s'en doutait, mais il faut trouver des solutions aussi pour eux. Il y a aussi une autre partie des personnes qui, eux, ne feront jamais appel à des artisans, puisque eux, ils préfèrent se débrouiller par eux-mêmes et faire l'auto-rénovation, donc ils rénovent par eux-mêmes. Donc là, ça peut coûter moins cher, mais ça pose une question par rapport à la qualité de la rénovation. Est-ce qu'on atteint vraiment le niveau BBC quand on est amateur et qu'on n'est pas forcément formé? Donc il y a un niveau de technicité qui n'est pas forcément atteint. Et donc du coup, on n'arrive toujours pas au niveau BBC en 2050. Donc pour ces deux personnes qui ne font pas appel aux bâtiments, aux entreprises de bâtiments, est-ce qu'on ne pourrait pas réinventer quelque chose? Et là, on pourrait s'inspirer de ce qui peut se passer ailleurs en adaptant. C'est l'auto-réhabilitation accompagnée. Je ne sais pas si les personnes ont déjà entendu parler de ça, mais c'est vrai que ça peut être une solution. Donc en fait, l'habitant, le propriétaire, en fait, qui n'a pas forcément les moyens, donc est accompagné pour faire lui-même ses travaux. Donc c'est des solutions qui peuvent être bien moins chères, donc on peut l'adapter, notamment en utilisant les matériaux locaux. Donc ici on a le Centre national de la construction paille à Montargis. Donc on a par exemple des matériaux comme la paille qui coûtent bien moins cher. Donc ça pourrait être des solutions avec la matière est moins chère. La main d'œuvre serait moins importante puisque la personne serait déjà sur le chantier. Et l'idée, c'est qu'elle pourrait être accompagnée par des personnes formées, donc formées à la rénovation performante et apporter un nombre de bras suffisant pour aider aux travaux. Voilà, donc c'est la question qu'on se posait. Est-ce qu'on peut faire un dispositif de ce genre qui répondrait à tous les besoins dont je vous ai parlé, donc les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux? Voilà, est-ce qu'un territoire zéro chômeur pourrait nous aider à être un territoire zéro émission? Voilà.